Stay woke, donc rester éveillé, c'est pas un état de fait, c'est une dynamique perpétuelle. Il y a personne qui plante son drapeau et qui dit désormais le progressisme c'est ça, parce que 2 jours après, il est déjà dépassé par une nouvelle avant-garde. C'est une des rares fois, je dirais, où l'oiseau sémantique s'est échappé de la cage de la gauche. Dire que c'est un terme qui ne représente personne et qui serait créé par et pour l'extrême droite, c'est faux à plusieurs niveaux. On a 12% de la population britannique qui se dit woke. La seule chose qui réunit ces différents courants, c'est l'ennemi, la figure de l'ennemi. Ce qui me fascine dans la façon dont les deux gauches dites irréconciliables ont de débattre, c'est que les deux se traitent d'extrême droite. On imagine Caroline Forest en train de lire du Roger Scruton ou du Joseph de Maistre. Vivre dans des milieux inclusifs, c'est frôler quotidiennement l'exclusion. Comment est-ce qu'on fera lorsque nos mathématiques seront décolonisées, lorsqu'on dira le plus important c'est pas 2 plus 2 égale 4, mais qui fait le jeu de 2 plus 2 égale 4, le trouble de la personnalité narcissique est 3 fois plus présent chez les millennials que chez les boomers. Moi je parie par exemple sur une annulation à venir de Sandrine Rousseau, ça va venir aussi. Le serpent se mord la queue, mais on risque de l'avoir autour de notre cou. Pierre-Valentin, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes un jeune essayiste diplômé en sciences politiques et en philosophie. On vous reçoit pour un livre sur le wokisme et je précise à nos internautes que vous aviez publié en 2021 une note à la Fondapol en 2 parties sur l'idéologie woke et vous avez été d'ailleurs un des premiers à alerter en France sur ce phénomène-là et vous publiez un livre dans le prolongement en fait de cette note-là aux éditions Gallimard, Comprendre la révolution woke. Première question qui pourrait paraître très anecdotique ou très banale quand on commence un entretien, mais je crois que là c'est très important. Est-ce que vous pouvez définir le wokisme? Et je vous dis ça vraiment parce qu'on a l'impression qu'on en parle toute la journée et que chacun met un peu ce qu'il veut dedans et qu'à la fin on sait plus trop ce que c'est. Donc si vous pouvez le définir clairement, ça serait super. Bien sûr. Moi ma position c'est pas de dire que le terme est systématiquement mobilisé avec rigueur dans l'espace public. Par contre, c'est pas non plus de dire qu'il est pas définissable. Moi, la définition que j'en donne, c'est une idéologie qui perçoit les sociétés occidentales comme étant fondamentalement régies par des structures de pouvoir, des hiérarchies de domination, des systèmes d'oppression, etc., qui ont pour but d'inférioriser l'autre avec un grand A, c'est-à-dire la figure de la minorité sous toutes ses formes, par des moyens souvent invisibles. Et le woke, justement, l'éveillé, c'est celui qui a conscience de cette réalité néfaste et qui se donne pour mission dans la vie d'aller éveiller, d'aller conscientiser les autres à son tour. Alors, éveillé, effectivement, c'est le terme, d'ailleurs vous en parliez déjà dans votre note en 2021 à l'époque. En France, Pierre-André Taguieff, il propose d'utiliser le terme vigilantisme, excusez-moi, sur la base des considérations d'Armand Laferrère. Et dans un article, cet Armand Laferrère, il disait, et je le cite, alors le nom de l'article c'était un mauvais vent venu d'outre-Atlantique, hein, le wokisme en l'occurrence, et il dit « Est woke celui qui voit derrière les apparences trompeuses d'une société ouverte et de l'état de droit des structures systématiques cachées qui perpétuent l'oppression et l'injustice raciale et sexuelle », c'est un peu ce que vous venez de dire d'une certaine manière. Et donc lui, il s'agit moins d'être éveillé à quelque chose que d'être extrêmement vigilant, ce que Taguieff appelle d'ailleurs l'hypermoralisme souvent, c'est-à-dire il faut vraiment regarder ce que tu as dit quoi, quand, à quelle heure, à tel moment, etc. Est-ce que ce terme de vigilantisme, si on voulait utiliser un terme français, entre guillemets, même si c'est un néologisme, vous semble pertinent ou pas? Alors déjà, je me permets de dire que ce texte était très bon, je me souviens de l'avoir lu. Ensuite, le vigilantisme, ce qui me paraît bien avec ce terme, c'est que ça revient en quelque sorte à la racine, enfin en tout cas à l'origine plutôt du terme woke, qui était initialement un terme en 2 mots, avec hashtag stay woke, donc rester éveillé, et donc là ça se marie bien avec rester vigilant. C'est-à-dire que c'est pas un état de fait, c'est une dynamique perpétuelle, et on risquerait de s'endormir en permanence. Il faut perpétuellement rester éveillé, et c'est pas, de la même façon, c'est un mouvement. C'est-à-dire que on n'a pas atteint un point X, et ensuite on peut s'asseoir en disant ça y est, je suis woke. Le point X ne cesse d'avancer, il faut courir derrière, et c'est un mouvement. Bref. Après, il me semble que la charge symbolique de l'éveil en tant que tel est particulièrement importante. Dans l'histoire du protestantisme américain, il y a eu, selon les historiens, 3 ou 4 Great Awakening, des grands réveils qui ont eu lieu. Et là, on a un mouvement protestant, en tout cas issu d'une culture protestante, qui se veut à la fois athée et original, et qui a repris, malgré eux, sans le savoir, ce terme d'éveil. À mon sens, ce n'est pas par hasard, ils s'inscrivent sans le vouloir dans une filiation. Et plus généralement, le terme d'éveil est très présent au sein des sectes. C'est l'éveil à soi-même, l'éveil à la société. Donc encore une fois, la charge symbolique de l'éveil me paraît importante, et je cite même un woke dans l'introduction, qui admet que, pour toute l'attention péjorative que le mot a eu, comme il dit, le terme d'éveil est quand même intrinsèquement très positif, et on rencontre rarement des mouvements qui se revendiquent être les endormis,
les inconscients, ceux qui ne comprennent rien à rien, etc. Donc à mon sens, c'est là aussi où le terme épouvantail, enfin, si on voulait créer un épouvantail, on n'aurait pas pris un terme aussi positif, et je me permets de le rappeler que c'était initialement une auto-revendication aussi. Oui, c'est ça, parce qu'on dit souvent que, enfin, en tout cas, les woke, entre guillemets, disent, nous, on s'est jamais appelé woke, c'est une étiquette qu'on nous met pour nous disqualifier, vous êtes des woke, etc. Vous dites, c'est plus compliqué que ça, enfin, c'est devenu une insulte, mais enfin, à l'origine, ils se le disent quand même comme ça eux-mêmes. En fait, c'est très simple, c'est-à-dire que le hashtag StayWoke était très présent au sein du wokisme. On avait, par exemple, l'ancien CEO de Twitter, Jack Dorsey, qui s'était affiché avec un t-shirt avec le hashtag StayWoke. On avait un documentaire réalisé avec des membres de Black Lives Matter qui s'intitulait Stay Woke, The Black Lives Matter Movement. On avait The Guardian, donc le journal anglais progressiste, qui donnait des conseils à ses lectrices pour trouver Monsieur Woke, et le terme était intrinsèquement très très positif. Et c'est une des rares fois, je dirais, où l'oiseau sémantique s'est échappé de la cage de la gauche, où en fait pour une fois un terme qu'ils avaient créé leur a échappé, et ensuite est devenu péjoratif, et a pu permettre d'unifier les différents courants woke justement sous un seul terme parapluie, et devenir traité ou considéré négativement par une partie de la population. Dire que c'est un terme qui ne représente personne et qui serait créé par et pour l'extrême droite, c'est faux à plusieurs niveaux, parce que déjà c'est une auto-revendication, mais ensuite, encore aujourd'hui, ou en tout cas un sondage en 2021 que je cite dans l'introduction, on a 12% de la population britannique qui se dit woke, qui aujourd'hui va aller les voir en leur disant non, vous reprenez à votre compte un terme créé par et pour l'extrême droite. Enfin, c'est un argumentaire qui pour moi ne tient pas. Alors sur les notions qui gravitent un peu autour du wokisme, je pense écriture inclusive, intersectionnalité, décolonialisme, on a eu les SJW, là, les Social Justice Warriors, c'est une époque on entend beaucoup moins parler d'ailleurs, anti-occidentalisme évidemment, privilège blanc, bon ça c'est plutôt une notion ou un concept de cette galaxie-là. Est-ce que tout ça, ça rentre dans le wokisme? Parce que ça participe un peu à ce côté fourre-tout. Est-ce que les décoloniaux, ils sont woke? Est-ce que moi, je peux être pour l'écriture inclusive, mais je suis pas forcément décolonial? Est-ce que je suis woke? Oui, à moitié, à 50%, à 60%. Comment est-ce que ça fonctionne? Oui, je comprends bien la nature de la question. C'est un mouvement qui se fragmente, ce qui fait que percevoir une forme d'unité est pas évident. Par contre, ce qui, moi, me semble intéressant comme point commun entre ces mouvements, c'est qu'ils adorent se trouver des points communs. C'est-à-dire qu'il y a un désir d'unité qui vient d'abord des militants, et non pas d'abord de ceux qui analysent les militants. Je cite des instances de Black Lives Matter, par exemple, qui disent, en s'auto-flagellant, on n'a pas été assez bon pour inclure, alors qu'ils parlent que de la race a priori, pour inclure des homosexuels, des femmes, etc. Et donc eux-mêmes qui se queerisent, entre guillemets, ou qui rajoutent l'aspect genre dans leur logiciel, s'intersectionnalisent, et à l'inverse, des mouvements LGBT, notamment Stonewall, qui est l'instance LGBT britannique principale, qui, à l'inverse, s'autoflagelle en disant on n'a pas été assez antiraciste. C'est-à-dire qu'on a d'un côté le genre qui dit on n'est pas assez antiraciste, et de l'autre côté les antiracistes qui disent on n'est pas assez antisexiste, on n'incorpore pas assez la notion de genre. Et de la même façon, les mêmes personnes qui vont nous dire non mais le problème dans la phrase le wokisme, c'est le premier mot plutôt que le second, en disant il y a une diversité, une fragmentation, on peut pas réunir tout ça de façon abusive, c'est les mêmes qui, à la fin de la même phrase, souvent vont dire intersectionnalité des luttes, convergence des luttes, intersectionnalité des combats, nos luttes, notre solidarité, notre principale force, et que eux-mêmes vont vouloir hybrider leur lutte en un seul combat. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est la nature de cette unité. Donc il y a déjà, comme je disais, le désir d'unité des différents militants, mais par-dessus ça, l'unité qui, à mon sens, existe, bien que de façon instable et paradoxale, c'est une unité négative, une unité du bouc émissaire. C'est-à-dire, la seule chose qui réunit ces différents courants aux sociologies, aux concepts divergents, voire contradictoires, c'est l'ennemi, la figure de l'ennemi. Donc on est là pour abattre l'homme blanc hétérosexuel, etc. Et, version concrète, version abstraite, son système hétéropatriarcal. Et dans le wokisme, on a d'ailleurs une quantité de synonymes impressionnants pour le terme système. Il y a le patriarcat, il y a le blanc-triarcat, donc là on voit déjà la volonté de synthétiser... J'avais jamais entendu le blanc-triarcat. Blanc pour l'aspect racial et patriarcat pour l'aspect genre, de les synthétiser en un seul, donc encore une fois, désir d'unité qui vient de leur part. Le système rédigé CIS en référence aux cisgenres, donc ceux qui ne sont pas transgenres pour faire vite. Et donc là, on voit que toutes ces abstractions négatives permettent à l'individu woke de se définir en opposition et de réunir toutes les catégories intersectionnelles interminables avec un genre par personne in fine
face à une abstraction négative. L'unité vient de là. On classe parfois, un peu vite sans doute, le wokisme à gauche, même si on comprend bien pourquoi, par opposition à la droite. Or, ce que vous montrez au début du livre, c'est que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que à partir du moment où le wokisme s'attaque à l'universalisme, à la modernité, au grand récit de la modernité, etc., il s'attaque en partie à la gauche, en grande partie à la gauche. Donc est-ce que c'est un clivage gauche-droite? Est-ce que c'est un clivage gauche-gauche? Est-ce que c'est un clivage une certaine gauche contre une certaine gauche et une certaine droite? Comment ça s'imbrique ou pas dans le clivage gauche-droite, ça? Je pense que c'est plutôt, pour répondre rapidement, dans un premier temps, un clivage gauche-gauche. C'est une gauche contre une autre. J'ai été très marqué, plutôt en bien pour le coup, par l'ouvrage de Stéphanie Rosa, qui s'intitule La gauche contre les Lumières, où elle, son hypothèse, c'est que les penseurs de gauche qui critiquent la modernité ne sont plus de gauche. Moi, je pense que ça n'est pas vrai. Je pense que c'est deux gauches irréconciliables, ça a déjà été dit. Irréconciliables, mais qui ont quand même une particularité qui est, on le voit dans l'espace public, dans les débats qui ont d'ailleurs souvent été réduits à, pour schématiser, vieille gauche face à nouvelle gauche sur la question du wokisme, ce qui a fait mécaniquement apparaître au devant de la scène leurs points de divergence et disparaître leurs points de convergence. C'est-à-dire que, oui, en effet, sur la question de la laïcité, de l'universalisme, du rationalisme, etc., ce qui ne sont pas des points d'accord mineurs, on a de gros points de désaccord, très bien. Mais par contre, sur la fascination pour la jeunesse, qui ne date pas du wokisme, que des gens de mai 68 ont prôné, en disant « les jeunes ont toujours raison », et par ailleurs, à l'inverse, « papa pu », qui était un des slogans 68ards. Là, on a des jeunes qui arrivent et qui disent « oui, les jeunes ont toujours raison, par contre, les 68ards ont tort », et par ailleurs, « ok, boomer ». Et on pourrait dire qu'il n'y a rien de plus boomer que de dire « ok, boomer ». C'est-à-dire que c'est la même logique de négation de la génération d'avant, de rupture de la transmission intergénérationnelle, etc. C'est-à-dire qu'il y a des progressistes et des ultra-progressistes. Si on veut, mais en fait, encore une fois, dans les deux cas, c'est un mouvement, c'est une dynamique. C'est-à-dire qu'il n'y a personne qui plante son drapeau et qui dit désormais le progressisme c'est ça, parce que 2 jours après, il est déjà dépassé par une nouvelle avant-garde. Donc, d'où les faits que certains nombre de féministes, qui auraient été des progressistes plutôt vis-à-vis de ça, se font dépasser, évidemment, parce qu'elles ne sont pas assez transgenreolâtres ou ce genre de choses. Et un exemple que je donne, que je trouvais fascinant là-dessus, en termes de cette dynamique que j'appelle d'avant-garde à rétrograde, où on va de plus en plus rapidement de l'un à l'autre. Il y a une tribune dans Marianne, et il y en a beaucoup dans le même esprit dans le monde occidental, où c'était des lesbiennes qui rédigeaient une tribune qui pourrait se synthétiser avec la formule « le lesbianisme c'était mieux avant ». C'est-à-dire qu'on est déjà dans ce sorte de nostalgie du progrès, c'est le même paradoxe, de dire demain c'était mieux avant, c'est notre façon de le formuler, de rapport très paradoxal à l'avenir déchu, on voulait rigidifier le progrès à un instant T, mais en fait il a continué à bouger et il nous a dévorés. Et je pense que c'est une façon de comprendre. Et juste sur le côté gauche-gauche, ce qui me fascine dans la façon dont les deux gauches dites irréconciliables ont de débattre, c'est que les deux se traitent d'extrême droite. Stéphanie Rosa, tout son livre, c'est de dire, en fait, ces penseurs, quand même, factuellement, en termes d'influence, de référence, sont bien à gauche. En fait, c'est l'extrême droite, mais justement, elle va les associer à Joseph de Maistre. Parce que c'est un néo-identitarisme pour eux. J'entends, mais je trouve ça intéressant. Ils sont pas capables de dire, ils sont dans l'erreur, mais quand même de gauche. S'ils sont dans l'erreur, ils ne peuvent plus être de gauche. On peut pas avoir raison avec Aron. Enfin, c'est cette logique qui est très forte à gauche. Et à l'inverse, évidemment, on a la gauche woke qui va dire Caroline Forest, Stéphanie Rosa, etc. C'est l'extrême droite, laïciste, identitaire, etc. Et ce que je trouve amusant, c'est que ça pousse ce sectarisme, qui est un des ponts communs, pousse à des bêtises en termes de classification idéologique colossales. C'est-à-dire que, je cite Alex Maudo, qui va jusqu'à associer Caroline Forest au milieu conservateur. C'est-à-dire qu'on imagine Caroline Forest en train de lire du Roger Scruton ou du Joseph de Maistre, là aussi. C'est en termes de bêtises, de typologie, ça se place là. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est en fait les féministes, classiquement féministes, sont réactionnaires, en fait, de leur point de vue. De leur point de vue, absolument. Vous faites c'est le gros avantage de ce livre, c'est vraiment de faire une généalogie profonde de ce que c'est que le wokisme, et ça manque d'ailleurs souvent à beaucoup de livres sur le wokisme, donc on peut au moins vous reconnaître ça, c'est le moins qu'on puisse dire. D'où ça vient, intellectuellement, le wokisme? Quelles sont les grandes figures intellectuelles? On dit souvent la French Theory, même si on ne sait pas toujours trop ce que c'est.
ça naît quand? Au XXe siècle, au début du XXe siècle, chez les post-structuralistes, c'est un peu tout mélangé. Ça vient d'où? Alors, sur l'aspect genre, à mon sens, il y a une responsabilité quand même française, avec une fascination chez les postmodernes. Donc, pour moi, ceux qui critiquent la modernité de par la gauche poursuivent l'émancipation individuelle, mais disent que le système qui devait le favoriser, en réalité, l'empêche. Une critique de le rationalisme occidental également. Par exemple, chez Foucault, on a déjà cette fascination pour le pouvoir qui exclut arbitrairement, ce qui préfigure en creux le slogan positif de l'inclusion. C'est-à-dire qu'il y a les méchants qui excluent et il y a les gentils qui incluent. De la même façon, chez Foucault, contrairement à ce qui, à mon sens, a beaucoup été dit, quand il défend son concept de savoir-pouvoir, c'est-à-dire qu'il y a une interchangeabilité de ces deux notions, qu'il n'y a jamais de savoir sans pouvoir, ni de pouvoir sans savoir, il n'est pas en train de dire quelque chose d'assez bateau qui est le pouvoir peut favoriser certains faits quand ça l'arrange, etc. Il est vraiment beaucoup plus radical que ça, et il dit qu'un savoir désintéressé n'existe pas. Il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas de neutralité. Non, non, tout à fait. Ce qui est un autre point de désaccord pour le contre moderne et postmoderne, c'est le rapport à la neutralité. C'est très juste. Et là-dessus, in fine, on arrive, si on pousse ce relativisme jusqu'au bout, ce qui a eu lieu, à quand quelqu'un dans l'espace public n'importe où dit 2 plus 2 égale 4, faut se demander qui fait le jeu de 2 plus 2 égale 4, à qui servent les intérêts de 2 plus 2 égale 4. Et donc on pourrait aussi dire 2 plus 2 égale 5 s'il faut pousser d'autres intérêts, par exemple, des intérêts plus progressistes. Donc là vraiment on arrive à ce stade terminal du relativisme. Sur Foucault encore, l'accusation de psychophobie qu'on entend dans les milieux woke, c'est, si vous voulez, à minima des Foucaldiens devenus fous, c'est l'idée de dire le pouvoir, encore une fois, étiquette arbitrairement ceux qui souffrent de troubles mentaux, de façon complètement relativiste et uniquement pour servir ses intérêts. Dans la grossophobie, de la même façon, lorsqu'un scientifique va dire à quelqu'un passer la barre des 150 kilos, c'est diviser votre espérance de vie par 2, c'est avoir des risques de cancer, de tout ce que vous voulez. Là, c'est pas un scientifique qui cherche à alerter, c'est le pouvoir qui cherche à étiqueter arbitrairement pour opprimer les autres avec un grand A, que sont les personnes grosses. Je ne dis pas que Foucault se reconnaîtrait aujourd'hui là-dedans, mais en tout cas, il me semble que les Foucaldiens peuvent difficilement s'en plaindre. Donc, pardonnez-moi, je fais juste une digression, parce que c'est intéressant. Est-ce qu'on peut dire que les woke, entre guillemets, ne font qu'appliquer, sans les détourner, ces thèses-là, de la French Theory, etc. Parce que, en fait, ça me faisait penser, Michéa dit ça à un moment donné, ça n'a rien à voir, enfin, on va voir l'affiliation, sur les libéraux en disant, aujourd'hui, Adam Smith, etc., Ricardo ne se reconnaîtrait pas nécessairement il distingue logique libérale, enfin doctrine libérale et logique libérale, c'est-à-dire ce qui était contenu dans la doctrine et qui finit par se déployer dans le temps, ce qui fait qu'à la fin on ne reconnaît plus tellement ces petits, mais au final c'était déjà en germe dans la... Est-ce que c'est un dévoiement? Et comme vous dites, Foucault, s'il revenait, dirait attendez, c'est pas totalement ce que j'ai dit, mais est-ce qu'il peut se dédouaner? Vous voyez, est-ce qu'on peut distinguer là aussi logique à l'œuvre et doctrine de base? Je pense que c'est une question fondamentale, partiellement intranchable, parce que c'est toujours un peu des deux. Mais d'un côté, avec la notion le verre est dans le fruit, on peut un peu tout dire, mais de l'autre côté, il faut aussi éviter ce que j'appellerais des explications météorites, qu'on entend beaucoup à gauche aujourd'hui, qui est tout se passait magnifiquement bien dans notre monde intellectuel, puis là, d'un seul coup, il est arrivé une météorite, c'est-à-dire quelque chose d'intégralement extraterrestre, étranger, imprévisible, qu'on ne pouvait pas voir venir, et qui a tout détruit en 10 secondes. Et parfois, dans les explications de la gauche sur le wokisme, il y a vraiment ça. Et là, je pense qu'à l'inverse, il faut aller un peu plus dans le sens pour équilibrer, du verre et dans le fruit, en essayant de voir ce qu'on a préparé. De la même façon, chez Derrida, par exemple, il y a une fascination pour le langage, où tout est dans le langage, où faire des jeux de mots équivaut à faire de la philosophie, et là-dessus, on voit que la fascination pour l'écriture inclusive va plutôt dans ce sens-là aussi. C'est-à-dire qu'ils ont préparé à minima des thèmes, et à mon sens aussi des dynamiques. Et juste sur la filiation, pour faire rapidement, je pense que par contre, sur la grille de lecture raciale, ça vient des théories critiques de l'école de Francfort, donc d'abord en Allemagne, puis surtout aux États-Unis lorsqu'ils ont bougé, qui là-dessus importent une grille de lecture à la fois raciale et marxiste, qui n'est pas vraiment... qui a plus de mal à passer en France, même encore aujourd'hui. Et là-dessus, c'est plutôt une responsabilité américaine. Les années 60 et 70 américaines ont été d'une violence extraordinaire, avec des militants radicaux gauchistes qui s'inspiraient de Marcuse, qui posaient des bombes vraiment dans le Pentagone, dans différents endroits, et ça a préparé la radicalité raciale, le Black Lives Matter après,
à l'été 2020, par exemple, peu après la mort de George Floyd, on avait des dégâts de vitrines et de magasins à hauteur de 2 milliards de dollars. Et là-dessus, à mon sens, il y a une filiation plus américaine qu'on a essayé d'importer avec le comité Adama, mais avec moins de succès quand même en France. Alors, il y a une question qui me vient, parce que ça, c'est quelque chose que je me dis depuis longtemps sur le wokisme, c'est que si on prend la pensée postmoderne en tant que telle, même si en tant que telle, on me dira que c'est une nébuleuse et qu'en fait, il n'y a pas de pensée postmoderne en tant que telle, même si, bon, c'est quand même un ultra-scepticisme, un relativisme, un antidualisme, parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est déconstruire les grandes catégories de la pensée occidentale, donc hommes, femmes, machines, hommes, animaux, etc., ce qu'on trouve dans l'antispécisme. Et dans le wokisme, en fait, cette espèce de... Enfin, la pensée postmoderne, à la fin, on finit par ne plus pouvoir rien conclure sans poser une thèse qui serait la vérité. Or, la vérité, il faut la dissoudre. La réalité, on ne sait pas trop ce que c'est. Enfin, tout est soupçonnable. En fait, le wokisme, on a l'impression que c'est pas du tout ça. Le scepticisme a complètement disparu, parce qu'il n'y a pas plus dogmatique qu'un wokiste. Le dualisme, chez Richard Rorty, par exemple, il y a une critique du dualisme, parce qu'évidemment, on retombe toujours dans des catégories quand on fait du dualisme. Là, le dualisme, c'est eux contre nous, systématiquement, en l'occurrence, les blancs contre le reste du monde. Le grand récit, qui, selon Lyotard, était censé avoir disparu dans la modernité, enfin, le grand récit moderne, qui a disparu dans la postmodernité, où tout s'est dilué, bah c'est pareil, hein, l'Occident contre le reste du monde, c'est quand même un grand récit, puis le grand récit de l'égalité, renouvellement, etc. Là, on se dit, c'est le postmodernisme, mais enfin... non, j'entends. Retourné ou alors pris à l'envers. Je suis d'accord. Mais là, je pense qu'il faut revenir à l'analyse qu'on disait tout à l'heure, qui est de la différence entre ce qui est dans la doctrine et ce qui est en germe. De la même façon qu'on peut parfaitement admettre que, par exemple, les marxistes nous disent il faut soit abolir agressivement l'État une fois la révolution faite, soit le laisser dépérir. Mais en tout cas, ce que les gens ne savent pas, de certaine façon à juste titre, c'est que théoriquement, les marxistes ne voulaient pas l'État. Enfin, en tout cas, ne sont pas amourachés de la figure de l'État. Et en réalité, en tout cas, les pays communistes ont été les plus étatiques de l'histoire. Donc, de la même façon qu'une théorie peut générer son inverse dans les faits, je pense que c'est ce qu'il y a eu avec le postmodernisme, qui est qu'en effet, par exemple, l'ultrascepticisme s'est retourné en dogmatisme. Mais pour moi, c'est un yo-yo, c'est-à-dire que c'est un excès qui doit engendrer l'autre. Lorsqu'on a à ce point une fragmentation complète de toutes les catégorisations, ce qui était un des buts des courants postmodernes, à la fin, on a tellement soif d'une catégorisation minimale pour s'accrocher à quoi que ce soit, qu'on est prêt à avoir l'intersectionnalité qui arrive et qui va dire ok, voici les catégories, il y a des gentils, des méchants, il y a un binaire dominant-dominé, il y a... Donc moi je pense qu'un excès a engendré l'autre, et c'est plutôt l'hypothèse qui est très bien défendue pour le coup par Helen Pluckrose et James Lindsay dans Le triomphe des impostures intellectuelles, qui a été traduit l'an passé je crois, où il montre bien le fait que, par exemple, la critique des grands récits s'est muée en soi en un grand récit. Pareil, l'ultrascepticisme et du dogmatisme. Donc pour moi, en effet, je peux comprendre le postmoderne pur jus qui aujourd'hui dit non, regardez, page 12, ils disent l'inverse, et là, il faut pas, c'est pas pareil, mais il faut m'expliquer comment est-ce qu'on aurait pu tenir avec des contradictions telles, en fait. Et puis surtout qu'en plus, ce sont des militants. Donc en fait, en tant que militant, on est obligé d'être proactif. Donc il faut que la doctrine s'institutionnalise. À partir du moment où elle s'institutionnalise, bien sûr, elle est obligée de nier en partie la pure critique éthérée qui était le... Mais je suis d'accord, mais on peut prendre même la figure de Foucault. C'est-à-dire que Foucault, au début de sa vie, va dire en effet dissidence, etc. Et après, il aura sa chaire tranquillement au Collège de France. Et de la même façon, ceux qui voudraient distinguer à fond l'espèce de Foucault purement intellectuel par rapport au militantisme qu'on voit, Foucault a milité aussi. Foucault a prôné par exemple l'abolition des prisons à sa façon, ce qui était un slogan qui a été pas repris, mais en tout cas qui était présent chez Black Lives Matter lors de l'été 2020. Donc on a déjà encore une fois des thèmes similaires, et il y avait déjà du militantisme, je cite, je crois, j'espère que je l'ai bien cité dans le livre, à un moment où Foucault dit ma position ne conduit pas à un pessimisme passif, mais au contraire à un hyper-militantisme actif. Donc lui-même l'admettait à un moment, quoi. Juste pour... Après, on va rentrer dans la psychologie du woke, parce que c'est intéressant. Encore une petite question un peu intello, mais qui m'intéresse, parce que vous avez parlé de... Déjà, on a parlé de la gauche contre la gauche, et vous avez parlé du marxisme. Pour les critiques, on va dire de droite, globalement, même si c'est un peu vite, du wokisme, le wokisme est une forme de marxisme culturel. Et vous en parlez, je crois, dans le livre, en disant que c'est une thèse qui tient pas tout à fait,
et qui tient quand même un peu, en citant Chantal Delsol. C'est vrai que si je me mets du côté des marxistes, ils vont dire, attendez, nous c'est social déjà, beaucoup plus que sociétal. C'est le prolétariat, l'agent révolutionnaire, là c'est les minorités, etc. Si vous nous changez l'agent de la révolution, plus les buts de la révolution, c'est plus tellement du marxisme. Donc pour un marxisme vraiment orthodoxe, et d'ailleurs il y en a, Loïc Chéniaud par exemple a fait un bouquin sur le discours, en fait pour eux c'est une idéologie du discours. Pour eux le wokisme c'est un gauchisme. Et en fait, de même que le maoïsme ou le trotskisme, etc., pour vraiment un stalinien orthodoxe, certes, alors pour un mec de droite, tout ça c'est de l'extrême gauche en fait, hein, mais... non, j'entends. Non, mais j'entends pleinement. Je pense que ce qui va dans le sens de cet avis, c'est de dire que par exemple dans le marxisme, on se bat quand même pour la majorité, tandis que là on se bat pour la minorité. Pareil, la distinction sociale, sociétale, j'entends. Par contre, là où toute filiation est difficile à établir, c'est que cette gauche-là résonne de façon dialectique. C'est-à-dire comment est-ce que l'histoire progresse, comment est-ce que les théories progressent, c'est quand même, en schématisant, en renversant le type d'avant, la théorie d'avant. C'est-à-dire que Marx met Hegel à l'envers, mais en reprenant partiellement sa dialectique aussi. Donc à chaque fois, on peut jouer au jeu de l'auteur qui dit « regardez, celui d'après, il a fait l'inverse de ce que j'ai dit, ça n'a rien à voir avec moi ». Mais pardon, c'est précisément cette façon cette conception de l'histoire que vous avez tous entérinée. De la même façon que les jeunes annulent la génération d'avant en permanence depuis au moins 68. Alors c'est le contenant sans le contenu, en fait. Oui, et après, par ailleurs, on peut faire une généalogie plus fine avec Gramsci qui arrive et qui se dit, tiens, ce qui est dommage avec le marxisme dit classique, c'est que dans la mesure où l'économie détermine la culture, encore une fois, pour aller vite, quelqu'un comme moi, militant, qui a lu des livres, qui a de la culture, je ne sers à rien. Très concrètement, j'arrive en queue de comète de l'histoire et je constate ce qui est, mais je ne peux pas agir sur l'histoire, je ne peux pas agir sur la révolution économique qu'il faudrait faire. Et donc, Gramsci redéfinit en partie le marxisme classique en rajoutant la notion de militantisme, de prise des relais culturels, par exemple de l'Église, de l'éducation, des arts, etc. Et donc se donne un rôle, en fait, en étant un peu perspectiviste là-dessus, il se donne un rôle à faire dans la révolution. Donc là-dessus, c'est un marxiste quand même qui est venu modifier le marxisme, c'est pas des agents extérieurs, c'est pas... on peut en reparler après, mais c'est pas la CIA qui est venue là, sur ce point-là, trahir le marxisme. Et me semble-t-il que, par exemple, là où c'est vraiment marxiste, dans la façon de raisonner, c'est que tout comme il faut conscientiser le bloc prolétaire pour qu'il se considère en tant que bloc prolétaire, en tant que vraiment bloc uni et cohérent, comme levier d'Archimède pour pouvoir faire la révolution et renverser les blocs, donc encore une fois, c'est une notion dialectique, eh bien, là, de la même façon, on a changé de minorité, ça se fait avec Marcuse notamment, qui préfère changer de peuple que d'idée, pour faire vite. On va prendre le bloc des racisés, comme on dirait aujourd'hui. Marcuse parle des ghettos noirs. Il faut qu'ils se considèrent en tant que bloc de dominés, comme dans le marxisme, et donc en tant que noirs, il faut racialiser le bloc des racisés pour qu'ils puissent faire la révolution raciale, pour que, in fine, on ne voit plus les races. C'est une espèce de raisonnement un peu orwellien, il faut voir la race partout, pour un jour ne plus la voir nulle part. Et, à mon sens, comme dans le marxisme, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, on aura la même contradiction entre la théorie et la pratique, qui est que la société post-étatiste dont rêvaient les marxistes a donné dans les faits une société ultra-étatiste, et je pense que là-dessus on verra la même chose, on le voit déjà, la société soi-disant post-raciale que nous prônent ces néo-marxistes va mener à la société hyper-raciale, ce qui s'aperçoit déjà nettement. Et alors juste, vous parlez de la CIA, j'avais lu un article, je crois, dans Le Monde, avec une enquête assez bien faite, qui montrait que la CIA avait justement financé les courants post-structuralistes, etc., en se disant, ça, c'est des mecs qui vont foutre le bordel dans le marxisme classique, qui était vraiment l'idéologie de l'RSS, et donc les grands ennemis, etc. Ces mecs-là vont nous foutre du blabla et des concepts partout, on va plus rien y comprendre, ça va déstructurer le marxisme, et c'est très bien pour nous. Donc, alors évidemment, ils ont quand même oui, c'est vrai. Promu le plus possible ce type-là. Donc là, on peut se dire, enfin, les marxistes, en tout cas, vont dire, attendez, c'est la preuve. Ils ont quand même essayé de nous flinguer un peu. Donc. Oui, bien sûr. Mais je suis d'accord avec ça. Et encore une fois, c'est pour ça que j'essaie de dire, il y a deux logiciels au sein du wokisme. Il y a l'aspect marxisme de la race, pour faire court, et de l'autre côté, postmodernisme, genre, flux, fluidité, etc. Et la distinction qui me paraît importante, c'est que le transgenre est adulé, c'est-à-dire la figure hybride, parce qu'elle permet de dire homme et femme, dans le fond, ça ne veut rien dire.
donc de détruire par sa position d'hybridité les deux catégorisations, tandis qu'à l'inverse, le transracial est condamné, il n'est pas célébré, et même le métis, qui est un peu une sorte de synonyme du transracial, si on veut, lui, il est célébré, mais uniquement en tant que noir, et pas en tant que figure hybride, qui remettrait en question les blocs blancs et noirs. Donc là, on voit bien la notion où d'un côté, il faut dissoudre les catégorisations, qui vient plutôt du côté postmoderne, jouer avec la norme, etc. Et toutes ces frivolités-là sont absentes du logiciel néo-marxiste, où là, il y a des blocs blanc contre noir, et vous n'allez pas amuser à dissoudre ces blocs, à dire blanc et noir, ça ne veut rien dire, tout comme de l'autre côté, on dit femme et homme, ça ne veut rien dire. Il y a tout un chapitre sur la psychologie woke. Alors évidemment, première question, je me fais l'avocat du diable, psychiatrisation de l'adversaire, même si psychologie et psychiatrie, c'est pas tout à fait la même chose, mais comment vous répondez à ça? Parce qu'on va vous la faire, évidemment. Oui, je comprends. C'est vraiment le point de vue opposé, ils sont un peu maboules, faut les Non, bien sûr. Alors déjà, je commence pas par ça, donc je commence vraiment par analyser leur théorie en tant que telle, leur concept en tant que tel, en étant le plus charitable possible avec ce qu'ils ont voulu dire, parce qu'ils se contredisent beaucoup, en essayant de trouver une cohérence là où même eux n'arrivent pas souvent à la trouver, et en essayant de faire leur travail à leur place, vraiment d'un point de vue conceptuel et philosophique. Et après, sur la psychiatrisation, déjà, eux ne s'en privent vraiment pas. C'est-à-dire qu'il y a un paradoxe ça, c'est sûr, très fort au sein de leur courant, qui est, il faut arrêter vraiment de pathologiser les gens qui souffrent de troubles mentaux. C'est pas des troubles d'ailleurs, c'est différentes façons de voir le monde. C'est encore une fois le système qui les étiquette arbitrairement. Moi, je suis d'ailleurs vraiment autiste, et même si le système, pour reprendre une de leurs formules, le complexe médico-industriel refuse de m'étiqueter en tant qu'autiste, je m'auto-diagnostique. Bon, tout ce langage-là. Et de l'autre côté, on a par exemple la American Psychological Association qui va dire la virilité toxique est une maladie mentale. Et donc là-dessus, ils vont à la fois dire que c'est pas une étiquette négative et l'utiliser en tant qu'étiquette négative pour leurs adversaires. Et après, enfin, mon but n'est pas de les psychiatriser au sens de ne pas prendre au sérieux leurs critiques. Mon but, c'est de voir la jonction entre l'idéologie et la psychologie. C'est-à-dire qu'une idéologie, une philosophie d'une génération s'incarne justement dans une génération qui a toujours un rapport au monde particulier. Et là, on a une génération très particulière, donc c'est plus ou moins la mienne, moi j'ai 25 ans, qui a un rapport aux écrans, un rapport à l'autorité qui est très particulier, un rapport au narcissisme qui est très particulier, qui est très différent aussi des générations d'avant. Par exemple, le trouble de la personnalité narcissique est 3 fois plus présent chez les millennials que chez les boomers. On peut pas laisser ce genre de fait de côté et imaginer que ça n'a aucun impact sur la façon de voir le monde. Et c'est ça qui m'a intéressé comme étude, on va dire. Donc c'est aussi un produit de la révolution Internet, en fait. Oui, tout à fait. Un exemple qui est, une analyse qui est faite par des psychologues américains que je citais un peu dans la note Fondapol et que j'ai retravaillé ici pour le second chapitre sur la psychologie, c'est que dans les grandes villes américaines, qui sont là où le wokisme est le plus fort en termes d'influence, une grande différence entre les jeunes des zones, disons, rurales, en tout cas en dehors des grandes métropoles américaines, et les autres, c'est le temps de jeu passé sans supervision. Et les jeunes dans les grandes villes ont eu constamment, en moyenne, une nounou, un coach, une nourrice, un parent, un prof qui les surveillait à temps plein, ce qui faisait que l'enfant n'arrive pas à développer la capacité à gérer ses différends seuls. Pour illustrer, on a 2 jeunes qui jouent dans un bac à sable, l'un qui vole le seau de l'autre. Si le parent est systématiquement là, ce qui va se passer, c'est que le jeune va dire « Papa, maman, il m'a pris mon seau », etc. S'ils sont que tous les deux, ils apprennent à partager, à la réciprocité, et ce qui est le début de la moralité à bien des égards, et à négocier leurs désaccords. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a une génération qui est incapable de gérer ses différends seuls? Lorsqu'on les catapulte à l'université, papa-maman devient la bureaucratie universitaire, ce qui d'ailleurs, en tout cas, est étayé par le fait qu'il y a eu une explosion de la bureaucratie universitaire en Occident en général et dans les États-Unis en particulier, qui sont mis à prendre une proportion délirante, avec des bureaucrates souvent mieux rémunérés en moyenne que les professeurs de ces grandes universités, ce qui n'est pas rien, et où là, les parents hélicoptères qui survolaient leur progéniture ont donné naissance à la bureaucratie hélicoptère qui prend le relais dans un second temps. Lorsqu'ils sont très privilégiés sur le plan matériel, ils sont quand même défavorisés parce qu'ils sont dans un monde déstructuré et déstructurant. Vivre dans des milieux inclusifs, c'est frôler quotidiennement l'exclusion. Dans la communauté trans, comme on dit, on voit une volonté de briser la relation entre l'enfant et ses parents, ce qui est très propre au mouvement sectaire aussi. Et là-dessus, il y a, je dirais, un semi-habilisme volontaire d'une grosse part des intellectuels de gauche universitaires. Dans son analyse de la cancel culture, elle s'épuise à essayer de trouver des nuances dans un mouvement qui n'en tolère aucune.
le communisme était lui aussi voué à imploser sous le poids de ses propres contradictions. Est-ce que pour autant Solzhenitsyn a mal fait de rédiger l'archipel du Goulag? Moi, je parie par exemple sur une annulation à venir de Sandrine Rousseau. Au moment de l'implosion, il y aura une crise existentielle comparable à ce qu'ont dû vivre les communistes après la chute du mur. Dans combien de temps déboulonneront-ils la statue de George Floyd?